Un vieux plateau en étain et un nom gravé à sa surface quelques instants avant la mort. Bienvenue au Conte policier, je suis votre hôte, Bernard. Laissez un commentaire, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Vos mots donnent vie à ces mystères. Kamenkins. La garden party annuelle de Sainte Mildred était le genre d'événement qui unissait le village de Charmoudin-Hampstead tel un patchwork effiloché sur les bords peut-être, mais chaleureux, familier et difficile à défaire. Les pelouses derrière le presbytère étaient tondues impeccablement, les tables à tréteaux étaient drapées de nappes en lin brodé, et le gâteau au citron avait été coupé avec une précision ecclésiastique. Même les guêpes, pour une fois, restaient discrètes. Madame Bantry, les mains gantées de dentelle fine et un chapeau de soleil épinglé de façon galante, observait la foule avec une sérénité éprouvée. « Nous sommes bénis, vraiment bénis, d'avoir un temps pareil, dit-elle au colonel Featherstone, qui observait les rouleaux de saucisses comme s'ils étaient piégés. « Ce n'est qu'une question de temps, grogna le colonel. Toute cette gaieté appelle souvent le malheur. » Non loin de là, Miss Marple était assise près de l'urne à thé, une tasse posée délicatement à la main, le visage affichant une satisfaction polie. Dans sa robe lavande pâle et ses chaussures confortables, elle incarnait la bienséance d'une personne âgée, ce qu'elle préférait. Son regard, aussi perçant que le sécateur que madame Drayton agitait près des rosiers, ne manquait de rien. Des enfants jouaient sous le poirier, des dames discutaient de l'exposition florale, et le docteur Morley tentait d'apaiser une querelle entre deux membres belliqueux de la chorale paroissiale. Mais sous la surface, du moins c'est ce qu'il semblait toujours à Miss Marple, la vie du village ne correspondait jamais tout à fait au charme de carte postale qu'elle dégageait. Il y avait des courants, des remous et des courants sous-jacents. Et cet après-midi-là, le vent tournait. Le premier signe apparut lorsque le révérend Lionel Colgrave, toujours précis, s'avança pour annoncer le gagnant de la tombola du plateau. Et le gagnant de cette année, dit-il en ajustant ses lunettes, est M. Archibald Breen. Il y eut des applaudissements polis et un léger silence, le genre de pause momentanée qui, dans un village comme Charnwood, était lourde de sens. M. Breen, nouveau résident et ingénieur naval à la retraite d'une certaine renommée, était introuvable. « Oh, je suis sûr qu'il est dans le coin », murmura mademoiselle Partridge, une vieille fille d'âge indéterminé et d'une curiosité infatigable. « Il était là tout à l'heure, » dit la femme du pasteur en scrutant le jardin avec une inquiétude modérée. Il admirait les géraniums. Il semblait avoir une conversation animée avec M. Tolliver, de la Société d'Histoire. La conversation aux tables environnantes commença à se calmer. Mademoiselle Marple reposa soigneusement sa tasse. Moins de 10 minutes plus tard, Madame Drayton, les joues rouges d'un excès de soleil ou d'une curiosité excessive, revint du couloir du presbytère. « Il est au salon, dit-elle d'une voix étrangement neutre. Le plateau en étain est là, à côté de lui, intact. Mais je crois que quelque chose ne va pas. » Un silence s'abattit sur l'assemblée. Le docteur Morley fut appelé et quelques instants plus tard, il en sortit, les lèvres pincées. « Je crains que M. Breen ne soit mort, » dit-il d'une voix douce. « Assez soudainement, je suppose. Peut-être un arrêt cardiaque, mais je n'en suis pas certain. Nous devrons prévenir les autorités, bien sûr. » Il y eut une inspiration collective, et le jardin, si récemment animé par le bourdonnement de la vie, tomba dans un silence stupéfait. Certaines dames commencèrent à s'essuyer les yeux. M. Tolliver prit une teinte grisâtre regrettable. La femme du pasteur s'évanouit avec une discrétion admirable. Mademoiselle Marple resta assise, bien qu'elle soit passée, dans son esprit, du thé au garde à vous. La mort, elle le savait pour l'avoir longuement observée, avait le don de s'insinuer discrètement, souvent sous des apparences parfaitement ordinaires. Mais là, c'était différent. Plus tard, lorsque le gendarme d'East Mill arriva pour boucler le presbytère et que le docteur Morley révisa sa théorie avec hésitation. Aucun signe de crise, aucun traumatisme évident et pourtant. Mademoiselle Marple se tenait silencieusement près de la porte,
les yeux rivés sur le plateau en étain. Il était vieux, légèrement terni, et portait une curieuse série de marques discrètes près du bord. Pas vraiment des rayures, plutôt une gravure. Invisible pour la plupart, mais pas pour elle. « Pauvre Monsieur Breen !» murmura Madame Bantry, pâle sous son chapeau. « Quelle chose terrible à une garden party !»« Oui » répondit doucement Mademoiselle Marple en examinant de nouveau le plateau. « Terrible ! Mais je doute fort que ce soit la fête qui l'ait tué. » Et sur ce, elle se tourna vers les roses, bien que ses pensées fussent déjà ailleurs sur les chemins des mobiles et des opportunités, des griefs murmurés et des vérités cachées. La mort d'Archibald Breen ne serait pas aussi simple qu'il n'y paraissait au premier abord. Elle ne l'était jamais, dans des villages comme ceux-ci. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue à Charnoudinhampstead comme du beurre sur du pain grillé. Ce n'était pas le genre de village où l'on pouvait éternuer sans que quelqu'un propose un remède avant midi, et la mort soudaine et silencieuse d'Archibald Breen lors de la garden party du presbytère était bien plus saisissante qu'un simple reniflement. Elle réunissait tous les ingrédients nécessaires. Une nouvelle arrivée, un événement public, un mystérieux plateau en étain et le silence inquiétant d'un homme qui avait discuté une heure auparavant et qui, ensuite, avait disparu. À l'épicerie générale de Bartlett, Mademoiselle Hartnell fut la première à exprimer ce que d'autres n'avaient fait que murmurer. « Je n'aime pas ça », dit-elle en pesant une demi-livre de feuilles d'assamme. Il y avait quelque chose d'anormal là-dedans. « Du cœur ?» disait-il, répondit M. Bartlett sans lever les yeux de la balance. Molly Hartnell renifla. Le docteur Morley pensait que c'était le cœur. Mais penser et savoir sont deux choses bien différentes. Au bureau de poste, où Madame Spink avait été un jour réprimandée pour avoir ouvert à la vapeur une lettre qui ne lui était pas adressée, les spéculations allaient bon train. « Croyez-moi, » dit M. Puddleweek en tapotant le comptoir en verre, « ce plateau y était pour quelque chose. N'avais-je pas dit qu'il avait l'air bizarre? Je l'ai dit à Agnès juste au moment de partir. Ce plateau n'a pas l'air bien, lui ai-je dit. Vous disiez qu'il avait l'air vieux, corrigea sa femme, Agnès. Et vous disiez qu'il vaudrait un prix s'il était poli. Rien à voir avec le danger. Eh bien, j'avais un pressentiment, marmonna-t-il. Et mes pressentiments sont généralement justes. Au cœur du village, Mademoiselle Marple était assise à la fenêtre de son salon avec vue sur la ruelle, le clocher de l'église et le bruit des pas qui traversaient maintenant la pelouse. Elle tricotait, ou plutôt, les aiguilles bougeaient tandis que son esprit repensait aux événements de la veille. Archibald Breen, un homme pas vraiment apprécié, même si personne ne le dirait maintenant. Un homme aux manières étrangement polies et à l'accent qui ne correspondait pas tout à fait à la modeste maison qu'il avait achetée en bordure de la commune. Il était arrivé à Charnwood 3 mois auparavant, soi-disant pour prendre sa retraite, et s'était intégré à la vie du village avec la précision étudiée de quelqu'un qui comprend le fonctionnement de ces choses. Il avait fréquenté l'église, adhéré à la société historique et fait de généreux dons à la collecte de fleurs. Et pourtant, une tension régnait. Une lueur d'espoir se cachait sous la surface. Miss Marple, au cours de ses nombreuses interactions polies, avait remarqué la façon dont son regard parcourait les visages, comme s'il cherchait non pas des amis, mais des réactions. Elle posa son tricot et se leva. Le plateau, oui, c'est là que ses pensées lui revinrent. Il avait été donné anonymement à la tombola, ce qui n'était pas inhabituel en soi. De nombreux paroissiens apportèrent de petits objets ménagers, un vase, un chandelier, un jeu de torchons. Mais l'étain, c'était rare. Du vieil étain, qui plus est. Pas décoratif, mais utilitaire. Et gravé. Elle se dirigea lentement vers son bureau et en sortit une petite carte où elle avait pris quelques notes mentales avant le petit déjeuner. Le plateau portait une marque de fabrique, elle en était presque certaine, près du bord, bien qu'elle ait été usée par des années de polissage. Mais ce qui ressortait le plus, c'était la série de minuscules lignes gravées au revers, trop fines pour un œil moyen. Elle avait déjà vu quelque chose de similaire, mais elle ne se souvenait pas encore. À cet instant, on frappa à la porte. C'était Madame Bantry,
sans chapeau et rouge de rage. Il fallait absolument que je parle à quelqu'un, dit-elle en effleurant une tache imaginaire de son manteau tandis que Miss Marple la faisait entrer. Bien sûr, Dolly, dit Miss Marple doucement en la conduisant vers une chaise. Du thé? Non, merci. Je suis hors de moi. Ce pauvre homme, c'est vraiment épouvantable. Mais il y a autre chose, Jane. Quelque chose qui ne me lâche pas. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux et attendit. Dolly Bantry finissait toujours par arriver au cœur d'une affaire, même après 3 tours. « C'est Monsieur Tolliver ?» dit-elle enfin. Il a été le dernier à parler à Monsieur Breen. Avant que cela n'arrive. Et je les ai vus, Jane. Il ne parlait pas seulement de géranium, quoi qu'en dise la femme du pasteur. Ça avait l'air et bien chauffé. « Vraiment ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. « Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Eh bien, Archibald avait la main sur le bras de Tolliver, le serrant. Assez fort, je crois. Et Tolliver était pâle, comme quelqu'un surpris en train de faire quelque chose qu'il ne devrait pas. Puis Archibald s'est penché et a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Mais Tolliver s'est détourné et a failli renverser son thé. Ce n'était pas cordial. Miss Marple hocha la tête. Quelqu'un d'autre a vu ça? Je ne sais pas. Peut-être Madame Drayton. Elle voltait près des rhododendrons, comme d'habitude. Je ne l'ai remarqué que parce que j'étais juste derrière eux, en route pour aller chercher un autre scone. Et qu'a fait M. Tolliver ensuite? Il est parti peu avant le tirage au sort. Il a parlé d'un manuscrit à relire. J'ai trouvé ça bizarre sur le moment, mais maintenant, tout à fait. Miss Marple sirota son thé et réfléchit. Tolliver était l'historien local, méticuleux, plutôt vaniteux et profondément protecteur de ses recherches. Si quelqu'un avait accès à de vieux objets comme un plateau en étain, il l'aurait fait. Et si M. Breen l'avait interpellé sur quelque chose, un bruit extérieur interrompit leur conversation, un cliquetis lointain de sabots et de roues sur le gravier. Quelques instants plus tard, un livreur de télégrammes s'approcha de la ruelle, hésitant devant le portail de Miss Marple. Il inclina sa casquette et lui tendit une enveloppe cachetée. « Télégramme pour Miss Marple, madame. » Elle le remercia, le regarda s'éloigner à vélo et se retourna pour l'ouvrir. Ses mains étaient fermes, mais ses yeux se plissèrent en lisant. Le télégramme était bref. Juste quelques lignes de son neveu Raymond, qui avait des relations dans les cercles les plus calmes de Londres. Enquête effectuée comme demandé. Archibald Breen ne figure pas dans les archives de la Royal Navy. Pas de pension perçue. Peut-être une fausse identité. Je vais continuer à creuser. Miss Marple ne dit rien pendant un moment. Puis elle plia le télégramme et le glissa dans la poche de son cardigan. « Je suppose, dit-elle doucement, qu'il va falloir examiner de plus près qui était réellement M. Breen et ce qu'il a apporté avec lui à Charnwood. » Dolly se pencha en avant, les yeux écarquillés. « Pensez-vous que c'était un meurtre, Jane? »« Je pense, » dit Miss Marple avec une délicate emphase, que quelqu'un espère que nous allons tous supposer le contraire. Dehors, le village vaquait à ses occupations. Le garçon boulanger passa à vélo, 2 pigeons se chamaillèrent sur le toit de chaume de l'autre côté du chemin, et la cloche de l'église sonna une fois. Mais sous le calme, un courant avait été perturbé, et à Charnwood, rien n'était aussi paisible qu'il y paraissait. En milieu de semaine, le silence qui régnait à Charnwood-in-Hampstead commença à s'estomper. Si les villageois poursuivaient leur rituel quotidien, astiquer les heurtoirs en laiton, balayer les portes et servir le thé à 4 heures précises, un rythme différent régnait sous tout cela. Les conversations se faisaient plus calmes au passage d'inconnus, les regards plus vifs, et de petites plaisanteries masquaient le malaise. Quelqu'un, quelque part, avait vu Archibald Breen mourir, ou peut-être l'avait-il aidé. L'agent Reeves, un homme trapu au regard sincère et aux bottes qui l'annonçaient bien avant son arrivée, n'était habitué à rien de plus sinistre qu'une bicyclette disparue. Il avait mené des entretiens depuis la garden party, non pas avec l'aplomb de Scotland Yard, mais avec le sérieux de quelqu'un qui se soucie profondément de bien faire les choses. « Je ne prétends pas être un expert, Miss Marple, » dit-il tard un matin, debout, un peu gêné, dans son salon,
tandis qu'elle lui offrait des sablés. Mais je dois dire que tout ça ne va pas. Aucun signe d'insuffisance cardiaque, aucun poison trouvé jusqu'à présent, et pourtant le médecin refuse de dire que c'est une cause naturelle. Et le médecin a-t-il trouvé quelque chose d'intéressant dans les affaires de M. Breen? Demanda Miss Marple d'un ton doux en versant le thé. Des lettres, des papiers, quelques cartes postales d'Exeter. Mais rien de dramatique. Le coroner de Londres pourrait creuser plus profondément. Il portait une chevalière en laiton, un objet étrange, un emblème naval. Mais d'après les archives, il n'a jamais servi dans la marine. Miss Marple hocha légèrement la tête, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement tandis qu'elle assimilait la nouvelle. Elle ne fit aucune mention du télégramme qu'elle avait reçu, bien qu'il confirmât le récit de l'agent Reeves. C'est souvent le cas. Dit-elle doucement, quand on se fait passer pour quelqu'un, on choisit quelque chose de respectable, un militaire à la retraite, un médecin, un vicaire. Quelque chose d'incontestable. Reeves sirota son thé, l'air pensif. Il n'était donc pas celui qu'il prétendait être. Je ne le soupçonne pas, répondit Miss Marple. Ce qui signifie que quelqu'un au village savait peut-être qui il était vraiment, ou craignait peut-être qu'il soit sur le point de révéler quelque chose. Elle marqua une pause. Dites-moi, qui avez-vous interviewé en premier? Monsieur Tolliver, dit Reeves en ajustant son col. Il a admis qu'il s'était disputé. Quelque chose à propos d'un document que M. Breen prétendait avoir trouvé dans les archives. Tolliver a dit que c'était un faux, et Breen n'était pas d'accord. Apparemment, ça s'est échauffé. Tolliver insiste sur le fait qu'il est parti avant le début du tirage au sort. Il a dit qu'il examinait des brochures pour l'exposition du centenaire de Charnwood. Quelqu'un a-t-il confirmé où il était? Madame Pritchard dit l'avoir vu chez lui peu après 17 heures. Il était dans le salon, les stores baissés, en train de feuilleter des journaux. Mademoiselle Marple inclina la tête. Et Madame Drayton? Reeves parut perplexe. Pourquoi elle? Elle se tenait près du couloir du presbytère quand M. Breen a dû entrer. Curieux, vous ne trouvez pas? Pourquoi serait-il entré pendant le tirage au sort? L'agent se gratta le menton. J'ai supposé qu'il ne se sentait pas bien. C'est possible, murmura Miss Marple. Mais ce n'était pas habituel. Il venait d'être annoncé gagnant. La plupart se seraient avancés pour réclamer leur prix, sans s'éloigner. Reeves franca les sourcils. Elle a bien dit l'avoir vu entrer seule. C'est dans sa déclaration. Et le plateau lui-même? Demanda Miss Marple. A-t-il été examiné correctement? Sous clé pour l'instant, dit Reeves. L'inspecteur Garnett du comté doit réexaminer les lieux dans 2 jours. Nous n'avons aucune indication de lien, si ce n'est la proximité. Mais son origine est inconnue, n'est-ce pas? Il hésita. Don anonyme, comme d'habitude pour les tombolas. La femme du pasteur a dit qu'il était apparu dans le panier avec le reste des articles, sans aucun mot. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent. Alors, il serait peut-être judicieux de déterminer qui, au village, a accès à ce genre d'objet ou connaît le vieux potin. Encore M. Tolliver? Devina Reeves. Peut-être, mais pas seulement. Il y en a d'autres avec de vieilles malles, des greniers poussiéreux, des choses qui pourraient passer inaperçues. Plus tard dans la journée, Mademoiselle Marple se promena tranquillement dans le village, saluant poliment les passants et s'arrêtant pour s'enquérir de petites choses domestiques, le genre de choses qui semblaient sans importance mais qui cachaient souvent l'essentiel. À la boulangerie, elle entendit Madame Vane parler à voix basse avec sa nièce, Maureen, dont l'expression était pâle et troublée. « Je t'avais dit de ne rien dire. » Siffla Madame Vane, la main légèrement tremblante en lui tendant la monnaie. Les remarques futiles ne servent à rien. Mais tante, je voulais simplement dire qu'il m'a regardé bizarrement. À la fête, il a dit que mon médaillon était comme celui qu'il a perdu à Douvres. Comment pouvait-il le savoir? Je ne suis jamais allé à Douvres. Miss Marple, choisissant son petit pain au raisin, demanda gaiement. Comment va votre jeune homme, Maureen? Oh, il va bien. Balbutia Maureen, visiblement prise au dépourvu. Tom est à Portsmouth en ce moment, en formation. Je ne l'ai pas vu depuis mars. C'est toujours difficile,
dit Miss Marple doucement. L'absence, j'ai constaté, apporte plus de questions que de réponses. En quittant la boutique, elle retourna ce commentaire. Un médaillon. D'œuvres. Une fausse identité. Un plateau avec des inscriptions gravées que personne ne revendiquait. Tout commençait à prendre forme, mais la forme n'était pas encore tout à fait définie. Plus tard dans l'après-midi, elle rendit visite au presbytère. Madame Colgrave, encore bouleversée par les événements de la garden party, la salua d'un ton réservé. « Pauvre Monsieur Breen », répéta-t-elle, le regard perdu dans le couloir. « Je n'arrête pas de penser à lui, assis là, avec ce plateau à côté de lui. J'aurais aimé lui parler ce jour-là. Vous a-t-il parlé de quelque chose récemment, dans les semaines précédant la fête ?» pensa Madame Colgrave. Il a posé des questions sur les registres paroissiaux, qui les tenaient, où ils étaient conservés. Je lui ai dit que la société historique s'en occupait désormais en grande partie. Il semblait intéressé par quelque chose de particulier, sans toutefois préciser lequel. A-t-il mentionné quelqu'un par son nom, ou parlé d'une famille du village? Non, rien de tel. Je l'ai pourtant vu une fois avec Madame Drayton, il se promenait près du terrain communal, il n'y a pas longtemps. Il parlait très intensément. J'ai trouvé ça étrange. Elle ne recherche généralement pas de compagnie. Mademoiselle Marple hocha la tête. Une autre pièce du puzzle se mit en place. La veuve discrète Madame Drayton, solitaire, soignée et réservée, avait plus à offrir qu'il n'y paraissait. Alors que le crépuscule tombait sur Charnwood, Miss Marple rentra chez elle, l'air chargé de lavande et imprégné du parfum âcre de la terre fraîchement retournée. Elle alluma une lampe dans son salon et retourna s'asseoir, laissant son tricot de côté pour la soirée. Tout commençait à s'accumuler des fragments de vérité, éparpillés comme des pétales sur les massifs de roses. Un homme sans nom, un plateau sans donateur, et un village peuplé de gens qui ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Mais Miss Marple, forte de ses années d'observation discrète, savait que ce n'était pas tout. Il ne s'agissait pas seulement de ce qui s'était passé. Il s'agissait de savoir qui avait remarqué et qui avait délibérément choisi de ne pas le faire. Quelque part, sous la surface silencieuse de Charnwood, un secret s'éveillait. Et les secrets, elle le savait, avaient la fâcheuse habitude de s'élever au plus haut. Le cottage qui se dressait à l'extrémité du Charnwood Common avait un air de bienséance défraîchi, ses murs recouverts de lierre et son étroite cheminée se découpant avec élégance sur le ciel. Le jardin était entretenu avec précision, mais excessivement symétrique, comme si tout avait été planté pour conjurer le désordre. C'était la demeure de Madame Drayton, veuve de feu Arthur Drayton, un notaire connu pour sa ponctualité, son silence impénétrable et son profond dégoût des fêtes. Madame Drayton était restée dans la maison après son décès, environ 6 ans auparavant, recevant rarement des visiteurs, à l'exception de son partenaire de bridge hebdomadaire et d'un livreur occasionnel. C'était une femme d'habitude. Promenade matinale rapide, à la coque 3 minutes exactement, et un air de calcul secret sous son expression calme. Ses cheveux étaient toujours fermement attachés en arrière et ses vêtements, bien que modestes, ne présentaient aucun pli. Miss Marple ne lui avait pas rendu visite depuis la garden party, préférant laisser le temps à la poussière de retomber. Mais, l'attention se resserrant et l'évocation par Madame Colgrave d'une promenade privée près du terrain communal, elle sentit que le moment était venu. La rencontre entre Madame Drayton et feu Monsieur Breen ne pouvait plus être considérée comme fortuite. La porte fut ouverte à 11 heures précises par Madame Drayton en personne, qui regarda Miss Marple avec sa froideur habituelle. « Bonjour, Miss Marple, » dit-elle d'une voix aussi sèche que son chemisier repassé. « Vous me pardonnerez l'absence de scone. Je ne m'attendais pas à recevoir de visiteurs. Je ne voudrais pas m'imposer, » dit Miss Marple doucement. « J'ai amené mes invités et 1 ou 2 questions, si vous le permettez. » Madame Drayton s'écarta et désigna un salon qui sentait légèrement le camphre et l'huile essentielle de citron. Le mobilier était soigné mais impersonnel, et une grande photo de son défunt mari dominait la cheminée, flanquée de 2 bougies pâles. « Du thé » demanda-t-elle,
presque comme une pensée après coup. Non, merci, dit Miss Marple en s'installant dans un fauteuil. J'ai déjà bu 2 tasses ce matin, plus, et je serai trop nerveuse pour tricoter. Madame Drayton ne sourit pas, mais s'assit sagement, les mains jointes. Que souhaitez-vous me demander, Miss Marple? Je me demandais, dit Miss Marple en la regardant avec bienveillance, si vous pourriez m'en dire plus sur M. Breen. Madame Drayton cligna des yeux. Breen? Oui. On vous a vu marcher avec lui il y a une semaine environ, près de la limite et du terrain communal. J'ai cru comprendre que la conversation avait été assez longue. Un silence suivit, bref mais tendu. Oui, dit enfin Madame Drayton. Nous avons marché. C'est lui qui s'est approché de moi, et non l'inverse. Il a dit qu'il avait un sujet dont il souhaitait discuter en privé. Et l'a-t-il fait? Madame Drayton hésita, le regard perdu dans la fenêtre. Il posait des questions. D'étranges questions. À propos des papiers de mon défunt mari. Miss Marple pencha la tête. Monsieur Drayton le connaissait-il? Non, pas à ma connaissance. Et pourtant, Monsieur Breen pensait que les documents de votre mari présentaient un intérêt? Il n'a pas expliqué pourquoi, s'empressa de dire Madame Drayton. Seulement qu'Arthur avait autrefois géré le testament d'un certain Harrington. Ce nom ne me disait pas grand-chose, il s'agissait d'une affaire de succession de routine, je crois, datant d'il y a des années. Harrington? Répéta Miss Marple en fronçant légèrement les sourcils. Étage M. Breen a-t-il expliqué pourquoi il s'intéressait à ce testament de Harrington? Les lèvres de Madame Drayton se pincèrent. Il a dit qu'il croyait à une tromperie, que son véritable héritier avait été escroqué. Je lui ai dit que je n'avais pas accès aux anciens dossiers d'Arthur. Ils étaient archivés depuis des années. Il semblait insatisfait de cette réponse. Je vois. Un silence s'écoula entre eux, seulement rythmé par le faible tic-tac de l'horloge sur le buffet. Puis-je poser une dernière question? Demanda Mademoiselle Marple d'une voix douce. C'est vous qui avez placé le plateau en étain dans le panier de la tombola? Les yeux de Madame Drayton se posèrent sur les siens, surprise. Non, dit-elle trop vite. Certainement pas. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête, comme si elle acceptait la réponse. Je me souviens juste que votre mari avait une petite collection de vieux étains. Je me souviens qu'il en était question dans le bulletin paroissial il y a quelques années. Une curiosité locale, je crois que le pasteur l'appelait. Les mains de Madame Drayton tressaillirent avant de s'immobiliser. Oui, dit-elle après un moment. Arthur collectionnait l'étain. Mais j'en ai vendu la majeure partie après sa mort. Ce genre de choses ne m'intéresse pas. Miss Marple sourit faiblement. C'est tout à fait compréhensible. J'ai juste été frappé par le plateau en question, et bien, il semblait avoir un curieux motif sur le dessous. Très discret. Comme s'il avait servi à écrire quelque chose, peut-être à la hâte. Pas quelque chose qu'on remarquerait au premier coup d'œil. Madame Drayton se leva brusquement. Je crains de devoir m'occuper de mon repassage, Miss Marple. Vous me pardonnerez? Bien sûr. Dit Miss Marple en se levant avec aisance. Et merci, ma chère, vous avez été très gentille. La porte se referma derrière elle dans un bruit doux mais certain. Dehors, les nuages s'amoncelaient à l'horizon, et le vent apportait l'odeur des lilas du nez proche. Miss Marple marchait d'un pas régulier, ses pensées revenant sur chaque mot, chaque silence, chaque lueur d'inconfort qu'elle venait d'observer. Madame Drayton avait menti, elle en était désormais certaine. Mais la question n'était pas seulement de savoir pourquoi, mais de savoir jusqu'où allait le mensonge. S'agissait-il du plateau, ou de l'homme venu s'enquérir de testaments et de vieux noms enfouis dans des dossiers juridiques? De retour au village, l'agent de police n'avait guère progressé. Plusieurs autres villageois avaient été interrogés, dont la jeune Maureen, qui persistait dans sa version des faits concernant la remarque de M. Breen au sujet du médaillon. Sa tante, Madame Vane, insistait sur le fait qu'il ne s'agissait que d'une simple coïncidence. Mais Mademoiselle Marple savait depuis longtemps que les coïncidences n'étaient que des schémas que nous ne comprenions pas encore. Elle passa le reste de la journée à étudier tranquillement, retournant à sa petite bibliothèque d'histoire locale et aux numéros reliés de la Gazette paroissiale.
C'est dans le numéro de novembre, paru 11 ans plus tôt, qu'elle trouva ce qu'elle cherchait. L'homologation de la succession de William Harrington, né en 1870, décédé en 1949, gérée par Arthur Drayton et fils. Succession à partager entre ses neveux dans le Sussex. Une nièce portée disparue. Portée disparue. Miss Marple lut la ligne 2 fois, puis une fois de plus. Un frisson la parcourut. Elle prit une note et plia la page avec précaution. À la tombée de la nuit, sa lampe brillait encore à la fenêtre du haut de son cottage. Au bout du chemin, le reste de Charnwood se préparait au sommeil, fenêtres closes et bouilloire bouillant une dernière fois. Mais le village ne rêvait plus en paix. Un homme était venu en quête. Une femme avec quelque chose à cacher. Et un vieux plateau en étain qui pourrait bien témoigner à la fois du passé et du mobile qu'il avait préservé. Miss Marple était assise dans son fauteuil, silencieuse comme la nuit, sachant que bientôt, très bientôt, elle devrait poser la question qui allait tout démêler, qui risquait de tout perdre si la vérité sur l'héritier de William Harrington était révélée. Et plus effrayant encore, quelqu'un avait-il déjà tué pour l'empêcher? Le lendemain matin, une légère brume s'accrochait aux haies et la rosée s'accumulait sur les vitres comme de minuscules perles d'argent. C'était le genre de matinée dont Charnoud Hampstead avait toujours été fier, calme, intemporel, empli de la douce promesse de la routine. Mais derrière les portes d'entrée bien entretenues et sous les porches fraîchement balayées, l'air était tout sauf paisible. Miss Marple se tenait près de sa fenêtre, observant le facteur faire sa tournée habituelle. Sa démarche était lente et familière, sa casquette légèrement de travers et son sac en papier craft usé par des années de service. Elle avait déjà écrit 3 lettres avant le petit déjeuner, une à son neveu Raymond pour demander des documents juridiques, une aux archives du comté et une à sa vieille connaissance Miss Bellamy, qui travaillait aux archives publiques de Brighton et avait l'habitude de se souvenir de choses insignifiantes qui s'avéraient si souvent cruciales. Elle croisa les mains et se détourna de la fenêtre. Il y avait quelque chose dans le médaillon. Ce détail la tiraillait encore. Maureen Venn en avait parlé. Un petit ovale doré avec un myosotis gravé sur le devant et une minuscule photographie à l'intérieur. Que M. Breen ait fait cette remarque lui parut étrange, à moins qu'il n'ait jamais rien vu de tel auparavant. Et s'il l'avait fait, c'était peut-être pour tenter de relier le passé au présent. Cet après-midi-là, Mademoiselle Marple se dirigea vers la place, où quelques villageois étaient rassemblés. Le banc près du monument aux morts offrait un point de vue idéal qui lui permettait de voir sans paraître observée. Assise, elle observa la jeune Maureen traverser la place d'un pas précipité, les épaules voûtées, le regard fuyant. Mademoiselle Marple l'appela doucement. « Ma chère, assieds-toi un instant avec moi. Tu es sortie si tôt. » Maureen marqua une pause, visiblement surprise, puis esquissa un mince sourire. « Bonjour, Mademoiselle Marple. Je vais chez l'épicier. »« Bien sûr, » dit Mademoiselle Marple gentiment. « Mais 5 minutes ne gâcheront sûrement pas le lait. » Maureen s'assit à côté d'elle, serrant fermement son sac à main sur ses genoux. Ses yeux, toujours écarquillés, avaient maintenant l'air de quelqu'un qui aurait pleuré. « J'espère ne pas avoir causé d'ennui, » lâcha-t-elle soudain, en disant ce que j'ai dit à propos de M. Breen. Miss Marple se tourna lentement vers elle. « Pourquoi penses-tu ça, ma chérie? »« Parce que Madame Drayton est venue voir ma tante hier. Elle était bouleversée. Elle a dit que j'imaginais des choses, que je devrais faire plus attention à mes mots. Et tu crois que tu l'as imaginé? »« Non, » dit Maureen d'une voix tremblante. Il l'a vraiment dit à propos du médaillon. Il l'a regardé, l'a fixé comme s'il le savait. Puis il a marmonné quelque chose à propos de Dover et d'une fille nommée Clara. Clara, l'intérêt de Miss Marple s'intensifia imperceptiblement. « Oui, acquiesça Maureen. Il a dit, tu me fais penser à Clara. Elle en avait une exactement pareille. Dover's, 1942. Je ne savais pas quoi dire. Il a regardé au loin en disant cela, comme s'il ne s'adressait pas vraiment à moi. A-t-il mentionné un nom de famille? Non, juste Clara. » Miss Marple tendit la main et tapota la main de la jeune femme.
Tu as été très courageuse, Maureen. Et je pense que ce que tu as partagé est très important. Les yeux de Maureen s'écarquillèrent. Tu crois vraiment qu'il a été assassiné? Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Je pense, dit-elle prudemment, qu'il est venu à Charnwood chercher quelque chose ou quelqu'un, et que ce qu'il a trouvé n'était pas ce à quoi il s'attendait. Plus tard dans la soirée, confortablement installée dans son salon, Miss Marple s'assit à nouveau avec les vieux journaux paroissiaux et les archives qu'elle avait soigneusement conservées au fil des ans. Le nom de William Harrington refit surface, cette fois en lien avec un litige foncier local qui avait brièvement agité le conseil du village au printemps 1950. Il mentionnait une nièce anonyme que l'on croyait disparue pendant la guerre. Était-ce la même Clara, une jeune fille disparue de Douvres en 1942, peut-être désormais liée au village d'une manière discrète et secrète? Elle fut interrompue par un coup frappé à la porte. À sa surprise, il s'agissait de M. Tolliver, le président tatillon et crispé de la Société historique de Charnwood. Il se tenait maladroitement sur le perron, chapeau à la main. « J'espère ne pas être importun, mademoiselle Marple, dit-il sans la regarder dans les yeux. Mais j'ai entendu dire par madame Colgrave que vous posiez des questions sur le testament des Harrington. Je me suis dit qu'il fallait que je précise quelque chose. Entrez, s'il vous plaît, dit mademoiselle Marple en s'écartant. Une tasse de thé? Non, merci, répondit-il en s'asseyant, visiblement mal à l'aise. Je n'ai qu'un moment. Qu'est-ce que vous souhaitez clarifier, monsieur Tolliver? Soupira-t-il. C'est vrai. Breen et moi nous sommes disputés. Il pensait que Harrington avait un héritier vivant, quelqu'un qui n'a jamais reçu sa part. Il a dit qu'il avait des preuves, mais il ne me le montrerait pas. Je l'ai fait comme une menace. Je ne savais pas. Arthur Drayton était en train de savoir. Il a été mentionné d'une lettre. Une dernière lettre de Harrington, apparemment envoyée à son avocat juste avant sa mort, celle qui a nommé l'héritier directement. Mais ce n'est pas dans les archives. Le regard de mademoiselle Marple s'est rétréci. Et vous êtes certain qu'il existait? Tolliver acquiesça. Il y a une référence dans une entrée de Grand Livre à partir de 1949. Il dit, déposé auprès du testament final et de l'addendum, voir la lettre C, mais l'addendum est manquant. Mademoiselle Marple s'est assise, les yeux réfléchis. Une lettre manquante. Une fille nommée Clara. Un plateau avec des marques que personne ne prétend reconnaître. Et un avocat qui a peut-être décidé de ne pas laisser la vérité interférer avec les documents bien. Tolliver fronça les sourcils. Tu dis à Arthur Drayton à supprimer la lettre. Je dis, dit-elle doucement, que quelqu'un ait peut-être voulu que ce soit silencieux. Que ce soit votre prédécesseur, ou quelqu'un d'autre, reste à voir. Tolliver s'éteignit, clairement agité. Eh bien, j'ai fait mon devoir en vous le mettant. S'il y a des problèmes dans ce testament, ce n'est pas le mien à l'épaule. Non, dit mademoiselle Marple en montant. Mais nous avons tous nos rôles à jouer, monsieur Tolliver. Certains ne réalisent tout simplement pas qu'ils sont déjà montés sur la scène. Alors qu'il partait, elle se tourna vers son cahier. Les bords du puzzle se formaient. Berket de Maureen. Le nom Clara. La lettre manquante. Cela commençait à se sentir dangereusement proche. Cette nuit-là, alors que le vent balayait doucement le village et que les arbres bruissaient de secrets seulement qu'ils avaient entendus, Miss Marple s'est assise sous sa lumière de la lampe et a étudié le plateau une fois de plus. Elle avait demandé à la gendarme Reeves de le porter après le souper. Il avait, avec une certaine réticence et une remarque chuchotée de ne pas la laisser rester trop longtemps. Elle a examiné son dessous avec une loupe. Les grains légers formant une séquence partielle de lettres. Pas de décoration. Pas de dégâts. Une inscription, usée dans le temps ou un nettoyage délibéré. 3 lettres étaient légèrement visibles. CLA. Mademoiselle Marple a posé le plateau avec un soupir. Il n'y avait aucun doute maintenant. Le passé se pressait à travers la surface, et quelqu'un à Charnwood avait travaillé très dur pour le garder enterré. Mais les secrets avaient un moyen de durcir. En particulier le genre qui portait des médaillons en or et portait des noms gravés sur l'étagère.
Et peut-être, quelque part dans le creux de la mémoire, quelqu'un avait tué pour faire taire la vérité avant qu'il ne puisse parler. Vendredi matin, un froid fragile s'était installé au-dessus de Charmoudin-Hampstead, comme si le village lui-même se préparait pour une révélation désagréable. La brume s'accrochait obstinément au haut, enroulant le verre du village dans un voile pâle, et la cloche de l'église a frappé l'heure avec un son plus solennel que d'habitude. Mademoiselle Marple s'était levée tôt, vêtue de son cardigan de proie hivernale, et savourait maintenant un petit déjeuner léger d'œufs pochés et de toast de marmelade. Elle s'attendait à un visiteur, bien qu'elle n'ait pas pris le rendez-vous elle-même. Au contraire, il avait été suggéré, doucement, de manière convaincante. Dans une note qu'elle avait laissée pour la jeune Henri Barton, associé junior du Lated Drayton Slow Office. Il était un homme impatient et au visage pâle avec une couronne éclair et un profond respect pour Miss Marple, qui avait aidé son père une fois avec une question plutôt délicate impliquant une broche volée et un vélo trompé d'un vicaire. À précisément 9h50, la cloche a sonné. Elle ouvrit la porte pour trouver Barton debout là, une mallette à la main, des joues teintées de rouge du froid. « Bonjour, Miss Marple, » a-t-il dit, entrant à l'intérieur avec un sourire nerveux. « J'ai apporté la boîte. J'espère que je ne dépasse pas. »« Pas du tout, cher garçon. Vous êtes les bienvenus, » a-t-elle déclaré. « Venez, asseyez-vous près du feu. Vous vous sentirez mieux dans un instant. » La boîte en question était un vieux coffre d'archives en bois, avec des coins en laiton et une étiquette fanée en lecture. W. Harrington, Estate, 1949. Barton l'a placé sur la table avec révérence, puis a ouvert le couvercle. « J'ai tout vécu comme vous l'avez demandé, » a-t-il déclaré. Les papiers juridiques principalement secs, testament, correspondance avec des parents éloignés, déclaration de la valeur du terrain. Mais il y a une chose qui semblait hors de propos. Il a retiré un plus petit dossier et l'a placé devant elle. Ce n'est pas dans l'écriture de Drayton. C'est celle de quelqu'un d'autre. Et la lettre n'est pas sur du papier officiel. Mademoiselle Marple a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait une feuille pliée, mince au pli. L'écriture était à l'étroit et inclinée, l'encre s'estompa. Elle a lu à haute voix d'une voix douce. A ajouté à mon dernier testament. J'écris ceci en défaillant la santé. Si Clara est jamais trouvée, ma Clara, la fille de ma sœur Evelyne, elle doit recevoir la partie complète de ma succession. Les neveux ne savent rien d'elle, mais elle est mon seul sang vivant. Elle était la dernière à Douvres. J'ai peu d'espoir maintenant, mais si elle revient, donnez-lui ce qui lui appartient. Signé simplement, W. H. Barton secoua la tête. Il n'a jamais été déposé avec la volonté. Aucun tampon notaire. Rien pour indiquer que Drayton ne l'a soumis à l'homologation. Cela aurait dû tout changer. Le visage de mademoiselle Marple était calme, mais son esprit s'est déplacé comme un travail d'horlogerie. Pourquoi Drayton supprimerait cela? Barton avait l'air troublé. Difficile à dire. Il était méticuleux, oui, mais aussi traditionnel. Certains pourraient dire rigide. Il n'aimait pas les perturbations de l'ordre juridique. Si Clara ne pouvait pas être trouvée, il a peut-être pensé qu'il était plus sûr de se procurer sans elle. Ou quelqu'un d'autre le pensait, murmura mademoiselle Marple. Elle a regardé la date de la lettre. Cela a été écrit 4 jours avant la mort de M. Harrington. Il était temps d'agir. Barton a baissé la voix. Il y a plus, mademoiselle Marple. Bryn m'a rendu visite 2 jours avant la jardinerie. Il n'a pas donné de raison, mais il a posé des questions spécifiquement sur le dossier de Harrington. Je voulais savoir si des suppléments avaient été séparés. Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai dit non. Alors quelqu'un d'autre ne l'avait rien vu. Je me demande. Merci, Henri. Cela aide plus que vous ne le savez. Après son départ, elle s'est assise tranquillement pendant un certain temps, regardant les flammes dans le foyer. La chronologie était affûtée. Bryn était venu à Charnwood avec une connaissance de l'affaire Harrington, ou du moins des soupçons. Il avait tracé la lignée de Clara, peut-être à travers la volonté, peut-être par d'autres moyens. Il avait localisé la pièce manquante,
et quelqu'un l'avait vue comme une menace. Elle a atteint son cahier et a commencé à énumérer ce qu'elle croyait maintenant. Le véritable héritier de William Harrington était Clara, pas les neveux. 2. Clara avait disparu pendant la guerre, vue pour la dernière fois à Douvres. 3. Une lettre confirmant que sa réclamation avait été retenue, peut-être délibérément. 4. Le médaillon de Maureen, remarqué par Breen, correspondait à celui qu'il a associé à Clara. 5. Breen avait identifié le lien, et peut-être Clara elle-même, à Charnwood. Ce qui a conduit à une question effrayante. Clara vivait-elle tranquillement dans le village, sous un nouveau nom? Si oui, qui était-elle? Le candidat le plus probable, a raisonné Mademoiselle Marple, était quelqu'un avec un vague passé, une petite histoire familiale et un désir de rester inaperçu. Elle a passé en revue son catalogue mental de villageois et a fait une pause sur un seul nom. Madame Drayton. Ses antécédents étaient curieusement absents de la conversation villageoise. Elle était arrivée après la guerre, s'est mariée tard dans la vie et avait évité des photographies. Son accent ne portait aucune marque régionale forte et elle n'a jamais parlé de famille. Elle avait nié connaître M. Breen, mais l'avait rencontré secrètement. Et elle avait menti sur le plateau. Mademoiselle Marple s'est assise très immobile, puis a pris sa décision. Elle ferait une deuxième visite à Madame Drayton, mais pas encore. Il y avait une autre affaire à laquelle assister en premier. Cet après-midi-là, elle a rendu visite à la gendarme Reeves, qui était en train de cataloguer les dons de tombola dans le dos de la gare. Il leva les yeux, surpris, mais pas mécontent. « Miss Marple, venez aider à résoudre le mystère des pots de confiture manquants. »« Pas cette fois, » sourit-elle. « Je suis venue sur le plateau. Puis-je le revoir ?» Mademoiselle Marple l'a tenue sous la lumière et a doucement tracé la faible inscription. Elle se tourna vers Reeves. « Ça vous dérangerait terriblement si on polissait légèrement le dessous. » Reeves cligna des yeux. « Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas pour l'exposer, » dit-elle. « Et si la gravure est bien ce que je soupçonne, nous pourrions apprendre quelque chose qui pourrait répondre à votre liste croissante de questions. » Il céda, et elle tamponna soigneusement le dessous avec un chiffon à polir l'argent. À mesure que la surface s'éclaircissait, le sillon s'affinait juste assez pour distinguer un nom complet. Clara Eudrac. Pas Drayton. Drake. Miss Marple S. Immobilisa. Reeves se pencha, fronçant les sourcils. Drake, pensez-vous que c'est? Je le crois, dit-elle doucement. Je crois que M. Breen savait qui elle était. Ou du moins qu'il la soupçonnait. Et je crois qu'elle savait qu'il s'approchait trop. Reeves secoua la tête. Vous pensez que Madame Drayton est Clara? Je crois que c'était Clara Drake, dit Miss Marple en repliant le plateau dans le chiffon. Et maintenant, elle est Clara Drayton, veuve, recluse, et peut-être l'héritière légitime de William Harrington. Reeves s'y frotta la nuque. Mais si c'est vrai, pourquoi tuer Breen? Miss Marple regarda vers la fenêtre, où un crépuscule froid s'installait. Parce que parfois, dit-elle, la peur d'être démasquée, même pour quelque chose d'aussi légitime qu'un héritage, peut conduire au désespoir. Surtout si l'on a bâti toute sa vie sur la dissimulation, ou si l'on croit que la vérité détruira la paix enfin trouvée. Reeves se rassit, sans voix. Et si elle pensait qu'il allait la dénoncer, ajouta doucement Miss Marple, elle a peut-être cru n'avoir aucun choix. Dehors, la cloche du village sonna 6 fois. Les oiseaux se retirèrent dans les haies, et la fumée s'échappa des cheminées. À l'intérieur, Miss Marple tenait le plateau en éteint sur ses genoux et laissa son poids froid s'exprimer pour le silence qui suivit. Quelqu'un à Charnwood avait passé sa vie à se cacher d'un nom, et un autre était mort en essayant de le révéler au grand jour. Le brouillard s'était installé juste avant le crépuscule, enveloppant Charnwood in Hampstead d'un doux silence fantomatique. Les arbres près de la place du village se fondaient dans l'ombre, et les lanternes étaient allumées plus tôt que d'habitude, leur halo doré perçant à peine l'air qui s'épaississait. C'était le genre de soirée qui incitait instinctivement à parler à voix basse et à marcher d'un pas léger, comme si troubler la brume risquait de troubler les morts. Miss Marple,
enveloppé dans un chaud manteau de laine et muni d'une canne plus par pure apparence que par nécessité, fit sa promenade habituelle juste après le dîner. Elle disait que cela facilitait la digestion, et de fait, cela aidait souvent ses pensées à se cristalliser, laissant un espace entre le problème et la conclusion. Mais la promenade de ce soir avait un but plus délibéré. Son chemin serpentait le long du chemin qui longeait la poste, puis longeait le terrain communal, où les arbustes poussaient serrés et où l'air sentait la terre humide et la mousse. Elle savait que Madame Drayton se promenait souvent ici à cette heure-là, aussi ponctuelle qu'une horloge de parquet. Et comme elle s'y attendait, juste avant le virage étroit du sentier où se rassemblait un bouquet de mélèzes, une silhouette silencieuse émergea du brouillard droite, posée et visiblement seule. Mademoiselle Marple ralentit le pas et laissa ses pas résonner un peu plus fort sur le gravier. Madame Drayton se retourna, percevant le bruit avant de se poser sur une expression polie. « Mademoiselle Marple » dit-elle d'une voix basse mais claire. « Madame Drayton » répondit Mademoiselle Marple d'un ton neutre. « Je pensais vous trouver ici. » Elles marchèrent quelques pas en silence avant que Mademoiselle Marple ne reprenne la parole, doucement. « Vous arrive-t-il de regretter Douvres ?» L'effet fut immédiat, quoique subtil. Madame Drayton retint son souffle, non pas un halètement, mais une pause. Son regard se posa de côté, puis se reporta sur le chemin devant elle. « C'est une question étrange, » dit-elle d'un ton neutre. « Peut-être, mais non sans raison. » Miss Marple croisa les mains derrière son dos. « Voyez-vous, Monsieur Breen en a parlé. D'une fille nommée Clara qui portait autrefois un médaillon comme celui de Maureen Vane. Il se souvenait d'elle à Douvres, en 1942, je crois. » Ils s'arrêtèrent. Les yeux de Madame Drayton restèrent fixés sur le chemin, mais sa posture changea. Sa colonne vertébrale, toujours si droite, portait maintenant le poids du souvenir. Il se souvenait d'elle, dit-elle presque pour elle-même. Si. Et je crois qu'il est venu à Charnwood parce qu'il la soupçonnait d'avoir refait surface. Discreetment. Sous un nouveau nom. Madame Drayton se tourna alors vers elle, le brouillard adoucissant les traits de son visage, la rajeunissant, ou peut-être simplement plus vulnérable. « J'ai tout changé, » dit-elle doucement. « Mon nom, mon histoire. J'ai laissé Clara derrière moi dans les ruines d'une maison qui avait brûlé lors d'un raid aérien. Je pensais, j'espérais que ce serait suffisant, que la guerre m'avait effacé et que je pouvais recommencer. » Miss Marple ne dit rien. « J'ai épousé Arthur Drayton sous mon nouveau nom, » poursuivit-elle. Il ne posait jamais de questions. Ou peut-être ne voulait-il pas de réponse. Nous recherchions tous deux une certaine sécurité. « Étage Breen ?» demanda Miss Marple doucement. La voix de Madame Drayton tremblait. Il savait qui j'étais. Je ne sais pas comment, mais il le savait. Quand il m'a interrogé sur le testament des Harrington, j'ai cru qu'il bluffait. Puis il a mentionné le plateau. Il a dit qu'il avait appartenu à Clara, autrefois que sa mère lui avait donné. Je ne sais pas comment il l'a retrouvé. Je pensais l'avoir jeté. Vous l'avez donné à la tombola, dit Miss Marple doucement. Peut-être sans me rendre compte du danger qu'il représentait. Madame Drayton hocha lentement la tête. Je l'ai retrouvé le mois dernier en débarrassant une malle. Je pensais que si je le donnais, ce serait un souvenir de plus. Mais non, il est revenu, et il l'a vu. Ils reprirent leur marche, leurs pas doux sur le chemin humide. Je ne l'ai pas tué, Miss Marple, dit soudain Madame Drayton. Je vous jure que non. J'étais effrayé, oui, terrifié, même. Mais je ne l'ai pas empoisonné, ni frappé, ni rien de ce genre. Je vous crois, répondit Miss Marple. Madame Drayton s'arrêta de nouveau, surprise. Vraiment? Miss Marple saute sans regard. Parce que la peur se manifeste rarement aussi rapidement, à moins d'être acculée. Et vous ne l'étiez pas. Vous pensiez peut-être qu'il n'agirait pas, que vous aviez encore le temps de disparaître ou de plaider votre cause. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui risquait de perdre si la vérité éclatait, avait un mobile. Les yeux de Madame Drayton s'écarquillèrent. Vous voulez dire?
Je crois que quelqu'un d'autre s'est interposé entre M. Breen et sa tentative de révéler la vérité. Quelqu'un qui a bénéficié peut-être légalement, peut-être financièrement, du fait que Clara Drake n'ait jamais reçu ce qui lui appartenait. Ils reprirent leur marche, cette fois vers les lumières du village qui perçaient le brouillard. Arthur a-t-il jamais parlé de la lettre? Demanda doucement Mie Marple. Madame Drayton hésita. Une fois. Il a dit qu'il y avait eu un addendum confus au dossier Harrington. Il ne me l'a jamais montré, mais j'ai cru comprendre que cela compliquait le testament original. Il a dit qu'il n'était pas juridiquement contraignant et qu'il avait éliminé le fouillis. Je n'ai pas insisté. Pensez-vous qu'il est partagé avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui était investi dans l'héritage des neveux? Madame Drayton prit une inspiration brusque. Tolliver. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête. Il connaissait remarquablement bien la succession. Vous ne trouvez pas? Il savait pour l'héritier disparu, le document, et malgré ses protestations, il avait accès aux archives bien avant quiconque. Ils s'arrêtèrent à la bifurcation du chemin, où un chemin menait au cottage de Madame Drayton et l'autre à la place du village. Savez-vous, dit Miss Marple d'une voix calme, que le dessous du plateau en étain porte votre nom? À peine, sous l'effet des années. Les lèvres de Madame Drayton s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. Je ne crois pas que vous ayez voulu la mort de M. Breen, poursuivit Miss Marple. Mais je crois qu'il est mort à cause de vous, ou plutôt, à cause de ce que vous représentiez. Pour quelqu'un d'autre. Le brouillard s'épaissit à nouveau, engloutissant les haies et les clôtures comme des vagues sur des pierres. Je n'ai jamais voulu d'argent, murmura Madame Drayton. Seulement la paix. Parfois, dit Miss Marple, c'est la recherche même de la paix qui suscite les pires craintes. Elle se tourna vers le village. Je parlerai à l'agent Reeves demain matin. Il est encore temps de lui dire ce que vous savez, jusqu'au bout, avant que quelqu'un d'autre ne décide de faire taire à nouveau le passé. Madame Drayton resta immobile à la bifurcation du chemin, enveloppée de brume. Mademoiselle Marple ne se retourna pas en s'éloignant, mais elle sentit d'une certaine manière que le silence laissé derrière elle n'était pas celui de l'évasion, mais celui de la résolution. Elle rentra chez elle juste au moment où les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, régulières et douces, comme une lente confession tombée du ciel. Confortablement installée dans son salon, elle retira ses gants, alluma le feu et rangea ses notes dans un dossier simplement intitulé « Clara ». La vérité commençait à se desserrer dans l'ombre. Mais le nœud final, celui de la peur, de l'envie et des secrets de longue date, restait à défaire. Et Mademoiselle Marple, avec ses aiguilles cliquetant en rythme, savait précisément où chercher ensuite. Le lendemain matin arriva, avec une fraîcheur humide persistante et un ciel gris qui semblait peser sur Charleville-Hampstead comme un châle lesté. Le village était calme, quoique pas paisible. Un silence d'anticipation régnait, comme si les arbres et les toits eux-mêmes se préparaient à ce qui commençait à surgir des fissures de leurs fondations placides. Miss Marple avait passé les premières heures à relire ses notes. Les pièces du puzzle étaient dispersées, mais non incohérentes. Le plateau, le médaillon, la lettre manquante, Clara Drake, la discrétion d'Arthur Drayton, et maintenant, peut-être le plus important, l'empressement particulier avec lequel M. Tolliver avait fourni des informations qu'il n'aurait pas dû avoir. Il était temps de stimuler cet empressement plus directement. À 11h30 précises, Miss Marple arriva à Thornhill-House, une demeure modeste mais bien entretenue située juste au-delà de la rue principale, où résidait M. Lionel Tolliver. Elle avait téléphoné plus tôt pour demander une brève visite, soi-disant pour s'enquérir des archives paroissiales historiques, et lui, avec son mélange habituel de vanité et de curiosité, avait immédiatement accepté. La maison était bien rangée et, comme à son habitude, surchargée de livres, de cartes, de gravures encadrées et de curiosités d'inspiration purement anglaise. L'odeur du vieux papier se mêlait à celle d'un Earl Grey faible tandis que M. Tolliver la guidait dans le salon et lui faisait signe de s'asseoir d'un geste raide. « Vous me pardonnerez l'état des lieux, dit-il en époussetant des miettes inexistantes du fauteuil près du feu.
J'ai réorganisé le catalogue des archives de la société. Un fouillis épouvantable, mais il faut préserver les normes. Comme c'est consciencieux de votre part, dit mademoiselle Marple avec douceur en acceptant la tasse de thé offerte. C'est rassurant de savoir que le passé de Charnwood est entre de si bonnes mains. Tolliver rougit légèrement, satisfait. En effet. Après tout, c'est l'histoire qui maintient un village enraciné. Et parfois, dit Miss Marple avec une douce emphase, ce qui le perturbe. Il la regarda en clignant des yeux par-dessus le bord de sa tasse. « Pardon, j'ai pensé à M. Breen, poursuivit-elle d'un ton calme. Son intérêt pour l'affaire Harrington. L'héritier disparut. La lettre. Vous en saviez pas mal sur le sujet quand nous avons parlé. Plus que ce qui était public, certainement. Eh bien, répondit Tolliver en s'agitant sur sa chaise, en tant que secrétaire par intérim de la Société historique, j'ai accès aux registres paroissiaux et aux documents connexes. J'ai souvent croisé le nom Harrington. Ce n'est pas un secret. Bien sûr. Mais la lettre privée, l'addenda au testament. Elle n'était pas dans les archives paroissiales. Elle était dans le coffre d'Arthur Drayton. Son visage se figea, l'espace d'une seconde. C'était le genre de pose que Miss Marple attendait avec impatience, celle qui en disait plus long que le déni. « Voyez-vous, poursuivit-elle d'une voix douce mais ferme. Monsieur Barton, qui dirige maintenant le bureau, a trouvé la lettre il y a seulement 2 jours. Elle était cachée parmi des papiers jamais examinés. Il est donc tout à fait impossible que vous ayez été au courant il y a des semaines. » Tolliver reposa sa tasse de thé trop vite. « Peut-être me trompe-je. Peut-être que je n'ai fait que supposer son existence, que je l'ai déduite, vous comprenez. Il y avait des indices, des références au registre, des incohérences archivistiques. Parfaitement plausibles pour quelqu'un de ma formation. » Miss Marple ne protesta pas. Elle pencha simplement la tête et l'observa. « Pourquoi ne pas être honnête, monsieur Tolliver ?» demanda-t-elle doucement. « Vous étiez au courant de l'existence de la lettre, car vous l'avez vue il y a longtemps. Arthur Drayton a dû vous la montrer, ou peut-être êtes-vous tombé dessus par hasard en l'aidant. Vous avez compris qu'elle modifiait complètement l'héritage. Mais au lieu d'agir, vous avez choisi de garder le silence. Tolliver serra las lèvres. Ce n'était pas mon rôle. Et pourtant, poursuivit Miss Marple, vous en avez profité. Les neveux sont restés en place, sans être contestés. Et Clara, Miss Drake, est devenue Madame Drayton, vivant tranquillement à Charnwood, sans jamais revendiquer son droit de naissance. Jusqu'à l'arrivée de M. Breen. Un long silence s'ensuivit. Le feu crépita une fois dans la cheminée. Quelque part dans le couloir, une horloge sonna le quart d'heure. « Vous ne pouvez pas prouver que j'ai commis quoi que ce soit de mal, » dit enfin Tolliver d'un ton cassant. Miss Marple ne dit rien. « J'ai épousé Arthur Drayton sous mon nouveau nom, » poursuivit-elle. Il ne posait jamais de questions. Ou peut-être ne voulait-il pas de réponse. Nous recherchions tous deux une certaine sécurité. « Étage M. Breen ?» demanda Miss Marple doucement. La voix de Madame Drayton tremblait. Il savait qui j'étais. Je ne sais pas comment, mais il le savait. Quand il m'a interrogé sur le testament des Harrington, j'ai cru qu'il bluffait. Puis il a mentionné le plateau. Il a dit qu'il avait appartenu à Clara, autrefois que sa mère lui avait donné. Je ne sais pas comment il l'a retrouvé. Je pensais l'avoir jeté. Vous l'avez donné à la tombola, dit Miss Marple doucement. Peut-être sans me rendre compte du danger qu'il représentait. Madame Drayton hocha lentement la tête. Je l'ai retrouvé le mois dernier en débarrassant une malle. Je pensais que si je le donnais, ce serait un souvenir de plus. Mais non, il est revenu, et il l'a vu. Ils reprirent leur marche, leurs pas doux sur le chemin humide. Je ne l'ai pas tué, Miss Marple, dit soudain Madame Drayton. Je vous jure que non. J'étais effrayé, oui, terrifié, même. Mais je ne l'ai pas empoisonné, ni frappé, ni rien de ce genre. Je vous crois, répondit Miss Marple. Madame Drayton s'arrêta de nouveau, surprise. Vraiment? Miss Marple saute sans regard. Parce que la peur se manifeste rarement aussi rapidement, à moins d'être acculée. Et vous ne l'étiez pas.
Vous pensiez peut-être qu'il n'agirait pas, que vous aviez encore le temps de disparaître ou de plaider votre cause. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui risquait de perdre si la vérité éclatait, avait un mobile. Les yeux de Madame Drayton s'écarquillèrent. Vous voulez dire? Je crois que quelqu'un d'autre s'est interposé entre M. Breen et sa tentative de révéler la vérité. Quelqu'un qui a bénéficié, peut-être légalement, peut-être financièrement, du fait que Clara Drake n'ait jamais reçu ce qui lui appartenait. Ils reprirent leur marche, cette fois vers les lumières du village qui perçaient le brouillard. Arthur a-t-il jamais parlé de la lettre? Demanda doucement Mie Marple. Madame Drayton hésita. Une fois, il a dit qu'il y avait eu un addendum confus au dossier Harrington. Il ne me l'a jamais montré, mais j'ai cru comprendre que cela compliquait le testament original. Il a dit qu'il n'était pas juridiquement contraignant et qu'il avait éliminé le fouillis. Je n'ai pas insisté. Pensez-vous qu'il est partagé avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui était investi dans l'héritage des neveux? Madame Drayton prit une inspiration brusque. Tolliver. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête. Il connaissait remarquablement bien la succession. Vous ne trouvez pas? Il savait pour l'héritier disparu, le document, et malgré ses protestations, il avait accès aux archives bien avant quiconque. Ils s'arrêtèrent à la bifurcation du chemin, où un chemin menait au cottage de Madame Drayton et l'autre à la place du village. « Savez-vous, » dit Miss Marple d'une voix calme, « que le dessous du plateau en étain porte votre nom? À peine, sous l'effet des années. » Les lèvres de Madame Drayton s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. « Je ne crois pas que vous ayez voulu la mort de M. Breen, » poursuivit Miss Marple. « Mais je crois qu'il est mort à cause de vous, ou plutôt, à cause de ce que vous représentiez. Pour quelqu'un d'autre. » Le brouillard s'épaissit à nouveau, engloutissant les haies et les clôtures comme des vagues sur des pierres. « Je n'ai jamais voulu d'argent, » murmura Madame Drayton. « Seulement la paix. » « Parfois, » dit Miss Marple, « c'est la recherche même de la paix qui suscite les pires craintes. » Elle se tourna vers le village. « Je parlerai à l'agent Reeves demain matin. Il est encore temps de lui dire ce que vous savez, jusqu'au bout, avant que quelqu'un d'autre ne décide de faire taire à nouveau le passé. » Madame Drayton resta immobile à la bifurcation du chemin, enveloppée de brume. Mademoiselle Marple ne se retourna pas en s'éloignant, mais elle sentit d'une certaine manière que le silence laissé derrière elle n'était pas celui de l'évasion, mais celui de la résolution. Elle rentra chez elle juste au moment où les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, régulières et douces, comme une lente confession tombée du ciel. Confortablement installée dans son salon, elle retira ses gants, alluma le feu et rangea ses notes dans un dossier simplement intitulé « Clara ». La vérité commençait à se desserrer dans l'ombre. Mais le nœud final, celui de la peur, de l'envie et des secrets de longue date, restait à défaire. Et Mademoiselle Marple, avec ses aiguilles cliquetant en rythme, savait précisément où chercher ensuite. Le lendemain matin arriva, avec une fraîcheur humide persistante et un ciel gris qui semblait peser sur Charleville-Hampstead comme un châle lesté. Le village était calme, quoique pas paisible. Un silence d'anticipation régnait, comme si les arbres et les toits eux-mêmes se préparaient à ce qui commençait à surgir des fissures de leurs fondations placides. Miss Marple avait passé les premières heures à relire ses notes. Les pièces du puzzle étaient dispersées, mais non incohérentes. Le plateau, le médaillon, la lettre manquante, Clara Drake, la discrétion d'Arthur Drayton, et maintenant, peut-être le plus important, l'empressement particulier avec lequel M. Tolliver avait fourni des informations qu'il n'aurait pas dû avoir. Il était temps de stimuler cet empressement plus directement. À 11h30 précises, Miss Marple arriva à Torny-la-Hosse, une demeure modeste mais bien entretenue située juste au-delà de la rue principale, où résidait M. Lionel Tolliver. Elle avait téléphoné plus tôt pour demander une brève visite, soi-disant pour s'enquérir des archives paroissiales historiques, et lui, avec son mélange habituel de vanité et de curiosité, avait immédiatement accepté. La maison était bien rangée et, comme à son habitude, surchargée de livres, de cartes, de gravures encadrées et de curiosités d'inspiration purement anglaise.
L'odeur du vieux papier se mêlait à celle d'un hurle-greffe faible tandis que M. Tolliver la guidait dans le salon et lui faisait signe de s'asseoir d'un geste raide. « Vous me pardonnerez l'état des lieux, » dit-il en époussetant des miettes inexistantes du fauteuil près du feu. « J'ai réorganisé le catalogue des archives de la société. Un fouillis épouvantable, mais il faut préserver les normes. Comme c'est consciencieux de votre part, dit mademoiselle Marple avec douceur en acceptant la tasse de thé offerte. C'est rassurant de savoir que le passé de Charnwood est entre de si bonnes mains. Tolliver rougit légèrement, satisfait. En essaye. Après tout, c'est l'histoire qui maintient un village enraciné. Et parfois, dit Miss Marple avec une douce emphase, ce qui le perturbe. Il la regarda en clignant des yeux par-dessus le bord de sa tasse. « Pardon, j'ai pensé à Monsieur Breen, poursuivit-elle d'un ton calme. Son intérêt pour l'affaire Harrington. L'héritier disparu. La lettre. Vous en saviez pas mal sur le sujet quand nous avons parlé. Plus que ce qui était public, certainement. Eh bien, répondit Tolliver en s'agitant sur sa chaise, en tant que secrétaire par intérim de la Société historique, j'ai accès aux registres paroissiaux et aux documents connexes. J'ai souvent croisé le nom Harrington. Ce n'est pas un secret. Bien sûr. Mais la lettre privée, l'addenda au testament. Elle n'était pas dans les archives paroissiales. Elle était dans le coffre d'Arthur Drayton. Son visage se figea, l'espace d'une seconde. C'était le genre de pose que Miss Marple attendait avec impatience, celle qui en disait plus long que le déni. « Voyez-vous, poursuivit-elle d'une voix douce mais ferme. Monsieur Barton, qui dirige maintenant le bureau, a trouvé la lettre il y a seulement 2 jours. Elle était cachée parmi des papiers jamais examinés. Il est donc tout à fait impossible que vous ayez été au courant il y a des semaines. » Tolliver reposa sa tasse de thé trop vite. « Peut-être me trompe-je. Peut-être que je n'ai fait que supposer son existence, que je l'ai déduite. Vous comprenez. Il y avait des indices, des références au registre, des incohérences archivistiques. Parfaitement plausible pour quelqu'un de ma formation. » Miss Marple ne protesta pas. Elle pencha simplement la tête et l'observa. « Pourquoi ne pas être honnête, monsieur Tolliver ?» demanda-t-elle doucement. « Vous étiez au courant de l'existence de la lettre, car vous l'avez vue il y a longtemps. Arthur Drayton a dû vous la montrer, ou peut-être êtes-vous tombé dessus par hasard en l'aidant. Vous avez compris qu'elle modifiait complètement l'héritage. Mais au lieu d'agir, vous avez choisi de garder le silence. Tolliver serra las lèvres. Ce n'était pas mon rôle. Et pourtant, poursuivit Miss Marple, vous en avez profité. Les neveux sont restés en place, sans être contestés. Et Clara, Miss Drake, est devenue Madame Drayton, vivant tranquillement à Charnwood, sans jamais revendiquer son droit de naissance. Jusqu'à l'arrivée de M. Breen. Un long silence s'ensuivit. Le feu crépita une fois dans la cheminée. Quelque part dans le couloir, une horloge sonna le quart d'heure. « Vous ne pouvez pas prouver que j'ai commis quoi que ce soit de mal, » dit enfin Tolliver d'un ton cassant. « Vous devrez agir vite et discrètement. Je vais faire venir le plateau immédiatement, » dit Reeves en se levant. Alors qu'il attrapait sa veste, Miss Marple posa une main sur son bras. « Il y a autre chose, » dit-elle. « Je crois que Tolliver pourrait tenter de partir. Il sait qu'il est coincé. Et la peur, comme nous l'avons vu, peut pousser les gens à faire des bêtises. » Moins d'1 heure plus tard, un mandat fut signé et l'agent Reeves, accompagné d'un policier en civil du commissariat du comté, se rendit à Thorny-Laos. Tolliver n'était pas chez lui. Mais son vélo avait disparu. Une équipe de recherche fut rapidement organisée et, en milieu d'après-midi, il fut retrouvé dans le hangar derrière l'ancienne école, assis sur une caisse en bois, le visage pâle et les yeux rivés sur le vide. « Je ne voulais pas le tuer, » dit-il tandis qu'ils approchaient. « Je voulais juste l'arrêter, juste lui faire peur. L'huile était seulement destinée à le rendre malade. »« Vous saviez ce que c'était, » dit Reeves fermement. « Vous l'avez choisi. Vous l'avez appliqué. » Tolliver détourna le regard, la mâchoire tremblante. Il allait tout gâcher. Clara aurait tout réclamé. Ma bourse, mon siège au comité, et même les droits d'auteur du musée.
Il a dit que je n'avais pas le droit de garder le silence sur le testament. Mais il ne lui était jamais destiné. Elle était morte. Elle avait disparu. Mais elle ne l'était pas, dit Miss Marple, arrivée quelques instants plus tôt. Elle essayait simplement de vivre en paix. Tolliver baissa la tête. Et ainsi, le passé, enfin, éclata au grand jour. Non pas avec vengeance, mais avec des conséquences. Des conséquences silencieuses et terribles. Les jours qui suivirent l'arrestation de M. Tolliver furent inhabituellement calmes à Charnoudin-Hampstead. Pas de ragots ni de récits haletants au comptoir de l'épicier. Pas de théories farfelues. Juste un silence pesant et posé, celui qui survient après un orage soudain, lorsque même les oiseaux semblent s'arrêter dans leur nid pour écouter. Les journaux n'en avaient pas fait grand cas. Une courte chronique dans l'édition du Comté décrivait l'affaire comme un cas tragique de litige foncier devenu fatal. Et la plupart des habitants du village, en apparence du moins, se contentaient d'une explication officielle. Mais sous cette surface, une douzaine de réflexions silencieuses se déroulaient dans les salons et les salles de réception, autour de tasses de thé et dans les abris de jardin. Et au cœur de ce silence se tenait Miss Marple. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, et on ne lui en offrait pas. Elle ne se vantait pas de ce qu'elle avait vu, relié, déduit. Elle se contenta de reprendre son tricot, ses promenades tranquilles et ses doux sourires. Mais pour les rares personnes qui comprenaient vraiment, Reeves, Madame Colgrave, le jeune Henri Barton, il était clair qu'elle avait levé un voile que personne n'avait pensé à lever. Un après-midi, une semaine seulement après son arrestation, elle reçut une lettre dans une étroite enveloppe couleur crème. L'adresse était à la fois soignée et désuète. Elle l'ouvrit au coin du feu, son regard scrutant chaque ligne avec le calme de quelqu'un qui n'attendait aucune surprise, seulement des confirmations. « Chère mademoiselle Marple, je vous écris ces lignes depuis le train pour le Devon, où j'ai trouvé un petit cottage, je l'espère, une vie plus tranquille. Je voulais vous remercier, non seulement pour ce que vous avez découvert, mais aussi pour la façon dont vous l'avez fait. Sans forcer, sans honte, vous m'avez vu clairement. Et d'une certaine manière, vous m'avez laissé la place de rester entière. La vérité est toujours aussi crue, et je ne la porte pas à la légère. Mais je la porte honnêtement maintenant. Arthur n'aurait pas voulu que je fuie éternellement. J'aurais seulement aimé le comprendre plus tôt. Veuillez accepter ma gratitude et mon souhait que la paix revienne à Charnwood, et que vous, qui l'avez protégé, puissiez continuer à le faire avec votre calme et votre vigilance. Bien à vous, Clara. Mademoiselle Marple plia la lettre et la glissa dans les pages de son carnet. Non pas comme preuve, mais comme souvenir. Il n'était pas nécessaire de répondre. Le geste était déjà accompli. Plus tard dans la journée, l'agent Reeves arriva avec un petit paquet sous le bras et une expression penaude. « Il venait du bureau du comté, dit-il. Je pensais que ça vous appartiendrait plus qu'à eux. » Il lui tendit le plateau en étain, soigneusement enveloppé dans du lin. Le poison, bien sûr, s'était dissipé depuis longtemps, neutralisé et catalogué. Il ne restait que l'objet lui-même, redevenu inoffensif, même si son dessous portait encore le nom gravé, Clara Eudrake. Miss Marple le déposa sur le buffet, à côté de ses tasses à thé, non comme un trophée, mais comme un souvenir. C'était autrefois un objet ordinaire, quelque chose qui passait de main en main sans réfléchir. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, jusqu'à ce qu'il porte des secrets. Reeves se tenait maladroitement près de l'âtre, chapeau à la main. Vous aviez raison, bien sûr. Surtout, je ne sais toujours pas comment vous faites. Miss Marple sourit faiblement. Ce n'est pas de la magie, constable. Juste de l'observation. Les gens ne changent pas autant qu'ils le croient. Ils se cachent, mais ne disparaissent pas. Et la culpabilité, la vraie culpabilité, laisse toujours une trace. Reeves hocha lentement la tête. Tolliver ne parle toujours pas beaucoup. Il dit que c'était une erreur, qu'il a paniqué. Il a cru que M. Breen allait ruiner tout ce qu'il avait construit. Il a dit qu'il voulait seulement lui faire peur. Juste quelques gouttes sur le tissu du plateau, un truc qu'il avait lu un jour dans les archives militaires. Je ne suis pas sûr qu'il ait bien compris,
à quel point c'était mortel. Il en avait bien compris, dit mademoiselle Marple d'une voix ni froide ni indulgente. Il a choisi son arme. L'agent de police se déplaça, mal à l'aise. La femme de Drayton, Clara, elle ne revendique pas la succession de Harrington. Elle a dit au notaire qu'elle n'en voulait rien. Ce n'est pas surprenant, répondit mademoiselle Marple. Certains héritages sont plus un fardeau qu'un cadeau. Il s'attarda encore un instant, puis lui souhaita le bonjour. Mademoiselle Marple retourna s'asseoir près de la fenêtre et reprit son tricot. Dehors, les commençait à bourgeonner et les oiseaux avaient repris leur chant. La vie, semblait-il, avait repris son cours. Mais tous n'avaient pas oublié. Au presbytère, Madame Colgrave regardait encore à 2 fois lorsqu'on lui demandait s'il y avait des dons. À la poste, Madame Spink avait commencé à vérifier le dos des enveloppes avant de les remettre. Et la jeune Maureen Vane portait désormais son médaillon non pas comme un porte-bonheur, mais comme un héritage discret et tacite, un lien avec une femme dont la vie avait été réécrite par la guerre et le silence, et finalement par un plateau pas plus grand qu'une assiette de service. Sur la place du village, où le mémorial de William Harrington avait été fraîchement nettoyé et subtilement remis au goût du jour, la nouvelle plaque indiquait simplement « À la mémoire de ceux qui sont rentrés transformés et de ceux qui ne sont jamais rentrés ». Le nom de Clara n'était jamais mentionné, ni celui de Breen. Mais mademoiselle Marple pensait que c'était normal. Certaines vérités étaient trop fragiles pour être exposées publiquement. Ce soir-là, en fermant son carnet pour la dernière fois, elle réfléchit non seulement à ce qui avait été révélé, mais à ce qui avait été enduré. La peur avait emporté la vie d'un homme. Le secret en avait façonné une autre. Et pourtant, quelque part entre les deux, une justice silencieuse avait été rendue. Miss Marple se rassit, les derniers rayons du soleil projetant de longues ombres sur le salon, et s'autorisa une dernière pensée. Dans un village comme Charmwood-in-Hampstead, la mort n'était jamais vraiment soudaine. C'était un long et lent écho, construit au fil des années d'omission, de chagrin et de choix. Le seul véritable mystère était de savoir qui l'entendait en premier. Et elle l'entendait toujours. Bien que l'affaire fût classée et que le village eût repris sa douce routine, l'air de Charmwood-in-Hampstead conservait une tension subtile, comme une pièce où un miroir se serait brisé, puis aurait été discrètement tourné vers le mur. La vie continuait, mais d'une voix légèrement basse et d'un pas prudent. La messe du dimanche à St. Mildred venait de se terminer, et la congrégation s'était dispersée sur l'allée d'allée en groupes discrets. Mademoiselle Marple s'est attardée près du banc arrière, ses mains jointes devant elle, les yeux errant non pas au-dessus des hymnes ou de l'autel, mais vers la chapelle latérale où le mémorial de Harrington brillait maintenant sous la lumière de midi. La nouvelle plaque, récemment apposée par un accord silencieux entre la Société historique et le Conseil de l'Église, n'a pas porté de grandes déclarations. Juste une simple ligne qui a rendu hommage à tous ceux qui sont façonnés par la guerre. Et par ce qui est venu après. Elle se tenait là pendant un long moment jusqu'à ce que le bruissement derrière elle brisait le silence. C'était Madame Bantry, son agitation habituelle adoucie. Ses gants se serra étroitement dans une main. « Jane, dit-elle doucement, toujours en veillant sur votre travail. » Miss Marple s'est tournée, offrant à son amie un sourire ironique. « Pas le mien, Dolly, juste le reflet de celui-ci. » Madame Bantry a poussé un court soupir. « C'est un peu trop à prendre, n'est-ce pas? Tolliver, le plateau, Clara. Messieurs, vous ne les sauriez jamais. C'est le danger des apparences, a répondu mademoiselle Marple. Nous sommes souvent trop polis pour les voir devant eux. Ils se sont assis ensemble dans le banc de côté, alors que d'autres passaient à travers la nef en chuchotant sur le sermon ou les gâteaux de thé qui attendaient dans le couloir. Je continue de penser, a déclaré madame Bantry après un certain temps. Et si M. Breen venait de s'y rendre différemment, a écrit une lettre. Envoyez le mot à l'avocat tranquillement. N'aurait-il pas pu se faire épargner? Mademoiselle Marple secoua légèrement la tête. Il était un homme habitué à la confrontation. Pensez-vous qu'elle reviendra jamais? Pas à Charnwood, non, a déclaré mademoiselle Marple.
Mais je ne crois pas qu'elle disparaîtra à nouveau. Elle a fini de se cacher. Ils étaient silencieux pendant longtemps. L'immobilité de l'église n'était pas inconfortable, mais réfléchissant, comme si même les chevrons étaient pris dans la pensée. Finalement, Madame Bantry-Rose. J'ai promis à la femme du vicaire que je vous aiderai avec le thé. Dois-je vous laisser à vos méditations? Miss Marple sourit doucement. Juste quelques minutes de plus. Quand elle était à nouveau seule, elle se leva et se dirigea doucement vers le vieux buffre en chêne près de la sacristie arrière, où les paniers de tombola de la fête du jardin avaient été stockés autrefois. Il était vide maintenant, à l'exception de quelques feuilles d'hymne restantes et d'un coureur de table en dentelle orphelin. Mais le souvenir de cet après-midi ensoleillé où tout avait semblé parfaitement ordinaire, y pendait comme un léger parfum. Elle pouvait encore entendre le moment où le révérend Colgrave avait appelé le nom de Breen. La pause, le bruissement, l'hypothèse occasionnelle qu'il avait simplement intervenu pendant un moment. Personne ne l'avait pensé étrange jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Mademoiselle Marple a posé une main gantée doucement au sommet de la surface en bois. Le plateau en étain s'était assis juste là. Silencieux, innocent, transportée par le destin ou par quelque chose de bien plus froid. Elle se tourna et retourna vers l'avant de l'église, s'arrêtant une fois de plus à la plaque commémorative. Le laiton a attrapé la lumière d'une manière qui l'a fait briller comme une braise. Elle a relu les mots, tranquillement. En mémoire de ceux qui sont rentrés à la maison ont changé et ceux qui ne sont pas rentrés du tout à la maison. Elle pensa à Clara, qui était rentrée à la maison, mais pas comme elle-même. Et Breen, qui était retournée dans le passé pour constater que certaines portes ne restent pas fermées sans conséquence. Pensa-t-elle aussi de Tolliver? Pas mauvais, peut-être, mais petit et effrayé. Un homme qui avait vu la vérité et a choisi de l'enterrer sous l'ambition et la routine. Un homme qui avait erroné de la conservation avec la moralité. De retour à l'extérieur, les cloches de Saint-Mildred se sont pêchées doucement à travers le verre, et Mademoiselle Marple se tenait au soleil, laissant la chaleur toucher ses joues. Les enfants du village couraient au loin, leurs rires qui se sont enfilés à travers la brise comme des rubans. À ce moment-là, elle a repéré la jeune Maureen Venn s'approchant de la direction du bureau de poste. La fille marchait plus lentement maintenant, plus possédée. Elle portait le même médaillon, mais il y avait un calme dans son visage qui n'avait pas été là des semaines auparavant. Madame Vachel Marple, était immédiatement Maureen en échapprochant. Je voulais juste dire merci, pour m'avoir écouté, et pour avoir vu ce que je ne savais même pas que je faisais partie. Mademoiselle Marple a pris la main de la fille et lui a donné une pression chaleureuse. Il est important de savoir d'où vous venez, a-t-elle déclaré, même lorsque d'autres ont essayé de l'effacer. Maureen hocha la tête, un peu de couleur s'élevant dans ses joues. J'ai écrit à Clara. Je ne sais pas si elle va répondre, mais je pensais qu'elle aimerait savoir. Je pense que c'est très gentil. Elle m'a dit quelque chose, ce jour-là. Je ne le comprenais pas à l'époque. Elle a dit, nous ne choisissons pas toujours les histoires dans lesquelles nous vivons, mais nous pouvons choisir comment ils se terminaient. Je pense que je veux peut-être choisir quelque chose de différent. Miss Marple sourit. Ensuite, vous avez déjà commencé. Ils ont marché ensemble pendant un court moment, vers le verre, devant le banc près du mémorial de la guerre où tant de conversations chuchotées avaient eu lieu. Mademoiselle Marple a regardé le village en mouvement, familier, usé, mais maintenant subtilement changé. Il y avait encore des secrets, bien sûr. Il y en aurait toujours. Mais le grand poids qui s'était assis tranquillement sur le cœur de Charnwood avait été levé, du moins pour l'instant. Le jardin fleurirait à nouveau. Les cloches de l'église sonneraient. La tombola se tiendrait à nouveau l'année prochaine. Et si quelque chose caché remuait à nouveau en dessous, Mademoiselle Marple regarderait. Avec des yeux calmes, des aiguilles pointues et la conviction ferme qu'aucune vérité, aussi déguisée soigneusement, ne pourrait rester enterrée pour toujours. Alors qu'ils se séparaient au coude dans la voie, Mademoiselle Marple a regardé à nouveau en arrière vers Saint-Mildredès, puis a continué sur le chemin vers son chalet,
où la bouilloire sifflait et le feu brûlant. Derrière elle, le village a expiré. Le meurtre a été résolu. L'héritier a révélé. Le mensonge non fidèle. Et le plateau, le petit objet curieux au centre de tout cela, se reposait maintenant tranquillement dans son salon, plus net de sens, mais toujours, à sa manière, gravé d'histoire. Tout comme Charnwood, comme tous. Le soleil avait atteint une inclinaison chaude et dorée au moment où Mademoiselle Marple est retournée dans son jardin, le chemin croquant légèrement sous ses talons alors qu'elle passait à travers la porte couverte de lièvres. Les oiseaux avaient commencé leur refrain de fin d'après-midi, un doux bavardage au-dessus des hortensias et du sol nouvellement tourné. Ce fut le genre de jour que Charnwood in Hampstead aimait se garder pour lui-même. Banal dans les nouvelles, mais tranquillement plein de sens. Elle a retiré ses gants, a suspendu son chapeau par la porte et est entrée dans le salon où une brise remua les rideaux et l'odeur de lavande s'accrocha à l'air. Sur la table basse près de la fenêtre se tenait le plateau, ce vieux plateau en étain qui avait autrefois pris autant de poids. Maintenant, il reposait simplement au soleil, son éclat terne ne chuchotant plus de secrets, mais portant la paix de quelque chose qui s'est finalement installé. Mademoiselle Marple s'est assise avec son tricot et s'est permis un long moment de réflexion. L'histoire ne concernait pas seulement un meurtre, mais c'était ce qui serait officiellement enregistré. La vraie histoire avait été sur l'identité, la perte et les échafaudages fragiles construits pour maintenir leur vie ensemble après que tout le reste soit tombé. Clara n'avait pas voulu tromper. Elle avait voulu survivre. Tolliver n'avait pas voulu, initialement, tuer. Il avait voulu préserver. Etage Embry, quel que soit son passé et cependant, ses méthodes, n'étaient pas venues de faire du mal. Il était venu chercher justice. La tragédie se trouvait, comme elle le faisait souvent, dans ce qui n'a jamais été dit à haute voix. Dans les ressentiments silencieux, les vérités évitées, les noms tacites. Un coup à la porte d'entrée l'a attirée vers le présent. Elle se leva, l'ouvrit et trouva des GES de gendarmes debout avec ses mains derrière son dos, un doux sourire sur son visage. « Bonjour, mademoiselle Marple. Pardonnez l'intrusion. »« Pas du tout, gendarme. »« Entrez. » Il est entré à l'intérieur, l'air inhabituellement bien rangé, comme s'il avait pris soin de ses boutons en uniforme ce matin-là. « Je viens de venir de l'avocat, » a-t-il dit, s'installant dans la chaise, a-t-elle indiqué. L'affaire Harrington Estate est finalement fermée. Les neveux ont accepté de le laisser. I.L. Glausa. Vous mettez toujours les choses. J'essaie, constable. Et que de Clara? Elle n'a déposé aucune réclamation. Common approprié. Ils étaient silencieux pendant un moment, le son de l'horloge qui les tournait entre eux. Je me demande souvent, a déclaré Reeves, que se serait-il passé si Breen n'était pas venu à Charnwood. Tout cela aurait fait surface. Peut-être pas, a déclaré mademoiselle Marple doucement. Mais les choses ont un moyen de trouver la surface quand elles sont censées le faire. La vérité est patiente. Et la douleur reste rarement enterrée pour toujours. Il hocha la tête. Je ne peux toujours pas secouer le sentiment que nous avons juste attrapé le bord de quelque chose de plus grand. Nous l'avons fait, a-t-elle accepté. Mais parfois, le bord est suffisant. Assez pour comprendre. Assez pour empêcher pire. Il se leva alors, hocha la tête avec respect, et prit son congé. Mademoiselle Marple l'a marché jusqu'à la porte et a regardé en regardant alors qu'il disparaissait dans la voie, ses bottes stables sur les pavés. Le village recommençait à fleurir. Le rire des enfants est retourné dans les voies. L'épicier avait rouvert son tableau noir avec des annonces de craie joyeuse. Une vente de fouillis était organisée pour le mois suivant, et il a été question de tenir une autre tombola, bien que rien de trop sophistiqué cette fois, comme Madame Colgrave l'avait dit sagement. Mademoiselle Marple est retournée dans son jardin, a coupé quelques tiges indisciplinées et s'est arrêtée à côté du rosebush Arthur Drayton avait une fois fait un don au presbytère. Ses fleurs étaient inhabituellement pâles, une sorte de rose perplexe, et il lui rappelait inexplicablement le visage de Clara tel qu'il avait regardé lorsque la vérité était prononcée à haute voix. Usé, oui,
Mais calme. Elle pensa aussi à Maureen, qui marchait maintenant avec plus de certitude. Son médaillon n'est plus un mystère mais un symbole de survie. Elle pensait à Tolliver, seul dans une cellule du comté, ses années de fierté prudente s'effondraient sous le poids d'un seul acte téméraire. Et elle a pensé à M. Breen, dont le corps avait été renvoyé à Londres avec une dignité tranquille. Un homme qui était venu poser des questions et payer avec sa vie pour les réponses qu'il a recherchées. De retour à l'intérieur, elle a préparé son thé Earl Grey aujourd'hui, avec une touche de citron, et a porté son plateau, un autre, cette fois, sur sa chaise près de la fenêtre. Le plateau en étain est resté intact sur le buffet, sa gravure fait maintenant partie du passé. Elle a pris une gorgée, a posé sa tasse et a atteint son cahier. Là, sur la dernière page, elle a écrit la dernière ligne de son observation. La justice ne vient pas toujours avec des applaudissements, ni la vérité avec reconnaissance. Mais les deux, lorsqu'ils sont trouvés, restaurent le calme plus en détail que le silence n'a jamais pu. Elle a fermé le livre, l'a posé à côté d'elle et a regardé Charnwood, ses clôtures, ses haies, ses feuilles qui tournent doucement. Elle ne savait pas quand la prochaine vérité devrait être découverte, ou dont les mains tremblaient quand elle venait. Mais elle serait prête, comme elle l'avait toujours été. Car dans chaque tasse de thé agitée, chaque visage jeté trop rapidement, chaque objet laissait un peu de travers, il y avait toujours un indice. Et mademoiselle Marple n'a jamais manqué un indice. À l'extérieur, l'après-midi s'est approfondi dans un crépuscule chaud. Les oiseaux sont retournés dans leur succursale. La bouilloire s'est refroidie. Le plateau brillait légèrement dans la lumière décolorante. Et Charnwood, enfin, dormait profondément.